Parlons des États-Unis à présent, comme chaque lundi, c'est notre quart d'heure américain hebdomadaire avec notre correspondant américain Pierre-Yves Dugat. Nous retrouvons en visioconférence. Bonjour et bienvenue Pierre-Yves. On va parler politique évidemment, mais parlons des affaires avant tout Pierre-Yves, et notamment d'un secteur de l'économie américaine. Alors on dépeint l'économie américaine en général comme étant encore résiliente, résistante, en croissance. Il y a quand même des segments dans l'économie américaine qui eux sont dans la tourmente. Et on parle avec vous notamment de l'immobilier de bureau, Pierre-Yves. Alors, Greg, loin de moi la volonté de casser l'ambiance du conte de fées, mais c'est stupéfiant de voir que le secteur de l'immobilier de bureau, alors que l'Amérique a échappé jusqu'à présent à la récession, est dans sa pire récession depuis au moins 40 ans. Et de voir quelles sont les forces derrière cette catastrophe qui risque d'empirer au cours des prochains mois pour des raisons de refinancement, d'expiration des hypothèques, de nécessité de refinancement, à des taux qui vont être de toute façon plus élevés et dans des conditions d'accès au marché plus compliquées, puisque tout un pan entier du secteur qui traditionnellement finance l'immobilier de bureau aux États-Unis, les banques régionales, tout ce pan-là a décidé de tourner le dos à ce qui, tout d'un coup, lui apparaît comme quelque chose de toxique. Alors, quelques chiffres quand même qui sont assez stupéfiants. À peu près 20% en moyenne des immeubles de bureaux aux États-Unis sont vides. Pourquoi sont-ils vides alors que l'économie se porte bien? Parce que, pour le moment, le monde d'après ne ressemble pas au monde d'avant dans le secteur du travail et que les Américains n'ont pas trop envie de retourner travailler tous les jours dans leur cubicle. Ils sont très bien restés au moins 1, 2, 3 jours à la maison pour ne se rendre au bureau qu'un minimum de jours. Et en dépit de toute la pression qui s'est exercée sur les employés américains pour qu'ils reprennent leurs vieilles habitudes, les employeurs n'arrivent pas à faire revenir au bureau comme avant leurs employés. Et dans certains secteurs, la productivité n'en souffre pas trop. Quelques chiffres que je trouve absolument fascinants. Ce sont des chiffres qui mesurent le trafic physique d'individus qui entrent et qui sortent d'immeubles de bureaux. Et les entreprises qui suivent ça très très bien aux États-Unis, et les chiffres sont très parlants. En moyenne, si l'on compare la fin 2023 à la période comparable antérieure à la pandémie, on est en termes de volume de trafic de personnes physiques à 36% en dessous. Pour certaines villes, c'est pire. Pour Chicago, c'est 45%. Pour San Francisco, c'est 53%. Et pour New York, c'est intéressant. Là, on voit que le management des grandes sociétés financières et des grandes banques a tout de même réussi à obtenir des choses de ses employés. La chute est de l'ordre de 20%. Dans ces conditions-là, on voit qu'au Texas, mais particulièrement aussi en Californie et notamment à San Francisco, qui est devenu un petit peu l'exemple caricatural de la situation, où la richesse de cette métropole s'est faite sur la technologie qui précisément permet aux gens de rester chez eux et de ne pas aller travailler au bureau. Eh bien, un tiers des immeubles de bureaux à San Francisco sont vacants. C'est une catastrophe pour tout le commerce local du centre-ville qui vivait précisément de la présence de gens riches qui, à l'heure du déjeuner, allaient au restaurant ou allaient dans les drugstores. Ouais, c'est un système presque qui s'est effondré, ou en tout cas qui est en profonde mutation de ce point de vue-là. Et effectivement, les États-Unis restent assez en avance, et les Anglo-Saxons en général restent assez en avance sur le travail à domicile et toutes les conséquences que ça peut avoir pour cet immobilier de bureau et l'écosystème autour de l'immobilier de bureau. Pierre-Yves, l'autre question, est-ce qu'on va insister à l'investiture républicaine la plus rapide de l'histoire, Pierre-Yves? Ah, c'est possible. C'est même possible que demain soir, tout soit fini. La semaine dernière, je pensais que Nikki Haley allait battre Ron DeSantis, et nous étions séparés en disant si quelqu'un peut battre Trump, c'est Nikki Haley. Alors cela reste vrai. Ron DeSantis est arrivé deuxième, mais pratiquement à égalité avec Nikki Haley dans l'Iowa. Et puis tout à l'heure, Ron DeSantis a annoncé qu'il laissait tomber. Donc, il n'y a plus que Nikki pour barrer la route à l'investiture de Donald. On est dans le New Hampshire, un État qui est très différent de l'Iowa, où les indépendants, ceux qui sont inscrits sur les listes électorales comme indépendants, peuvent participer
à la primaire républicaine. Et le miracle n'est pas à exclure. Nikki Haley pourrait battre Donald Trump demain, mais il n'y a pas grand monde qui y croit vraiment. Et ensuite, les choses se compliquent considérablement pour Nikki Haley parce que la prochaine grande primaire, c'est dans l'État de son domicile, l'État dont elle a été gouverneur, la Caroline du Sud. C'est en gros dans un mois. Et là, pour le moment, Donald Trump est lui aussi est très, très, très en avance. Donc, tout pourrait s'arrêter très, très vite. Si l'on regarde les derniers sondages, Ron DeSantis faisait 8% dans le New Hampshire. Si on ajoute ces 8% au dernier score que faisait dans les sondages Nikki Haley, on reste très très loin des 54% de Donald Trump dans le New Hampshire. Qu'est-ce que ça changerait pour Trump si la voie était totalement dégagée dès les prochains jours ou dès les prochaines semaines, Pierre-Yves, dans sa stratégie? Alors, il y a un mot qui est sorti des années 90, je crois, de la campagne de Bill Clinton, c'est ce qu'on appelle the big mo, the big momentum. Quand vous pouvez montrer que vous avez une dynamique, vous allez, dans vos messages de communication politique, montrer que cette dynamique correspond, vous allez faire croire qu'elle correspond à un grand soutien, à une grande vague populaire. De toutes les procédures judiciaires qui sont en cours contre Donald Trump, en gros, il y en a 4 catégories, il y a 91 chefs d'accusation, mais les plus sérieuses sont celles qui relèvent du pénal et qui sont censées commencer, à moins que la date soit repoussée, mais a priori le 5 mars, le procès pour son incitation à l'insurrection et sa tentative pour suspendre la validation des résultats de l'élection. Il est très difficile pour Donald Trump de ne pas apparaître comme la victime d'une persécution si, d'ores et déjà, demain ou après-demain, il est virtuellement assuré d'avoir l'investiture du Parti républicain. Il va faire face à toutes ces procédures comme la pauvre victime d'une incroyable persécution démocrate antidémocratique. Et il cherche à retourner l'argument des démocrates qui consiste à dire Donald Trump est un danger pour la démocratie, il n'a pas le droit de se présenter, il est trop dangereux, il a systématiquement violé les lois et la Constitution américaine. Et c'était très important pour Donald Trump, 1, pour faire des économies dans sa campagne, 2, pour mieux combattre toutes les procédures qui sont en cours contre lui, 2, boucler très très vite ses primaires. Il est possible que ça soit fait à temps pour, au plus tard, le 5 mars. Voilà donc pour le Momentum Trump. Merci beaucoup Pierre-Yves. Pierre-Yves Dugas avec nous chaque lundi pour ce quart d'heure américain hebdomadaire à retrouver bien sûr en replay sur bismart.fr ou encore en podcast sur l'ensemble de vos plateformes préférées.